Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre grand-père a encore ce regard rêveur lorsqu'il parle de 1957? Ou pourquoi les rassemblements de voitures anciennes semblent toujours compter plus de Bel Air que de n'importe quel autre modèle d'époque? Attachez vos ceintures. Nous allons parcourir 20 faits insolites sur la Chevrolet Bel Air de 1957, qui vous feront comprendre comment cette beauté couverte de chrome est devenue l'incarnation ultime du rêve américain. Aujourd'hui, nous passons en revue les vérités les plus étranges, les plus surprenantes et les plus franchement bizarres sur la voiture qui a marqué toute une génération. Croyez-moi, certaines vous feront regarder son emblématique aileron arrière d'un tout autre œil. Si vous aimez les voitures classiques, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Numéro 20. La flotte secrète du gouvernement. En 1957, le gouvernement des États-Unis a secrètement commandé 500 Chevrolet Bel Air noirs à 4 portes pour les opérations de surveillance du FBI. Mais c'est là que l'histoire devient étrange. Ce n'étaient pas de simples voitures administratives. Chacune était équipée d'un compartiment dissimulé derrière la banquette arrière, capable de contenir du matériel de surveillance, des munitions supplémentaires ou des documents confidentiels. Ces cachettes étaient si bien conçues que même les concessionnaires Chevrolet ne pouvaient pas les repérer sans instructions particulières. Ce qui rendait ces voitures idéales pour la surveillance ne se limitait pas à leur rangement secret. Le FBI avait expressément choisi la Bel Air parce qu'elle était si répandue sur les routes américaines que les agents pouvaient se fondre dans le décor partout. Ils appelaient cela se cacher à la vue de tous. Ces modèles spéciaux possédaient des châssis renforcés, des suspensions renforcées et des moteurs modifiés pour rouler longtemps à grande vitesse. Le plus étrange, c'est que lorsque ces voitures ont finalement été vendues aux enchères par le gouvernement, dans les années 60, leurs nouveaux propriétaires ignoraient tout de ces compartiments secrets. Certains ne les ont découverts que des années plus tard, au cours de restauration. Dans l'Ohio, un collectionneur a trouvé, en 1992, des documents classifiés datant de 1958, encore scellés dans du plastique à l'intérieur du compartiment caché de sa voiture. Numéro 19. La couleur qui n'a jamais existé. Le catalogue de couleurs Chevrolet de 1957 proposait une mystérieuse teinte appelée Jamaican Turquoise. Un nom tropical et évocateur, n'est-ce pas? Pourtant, voici l'étrange vérité. Cette couleur n'est jamais entrée en production. Pas une seule voiture n'en a été équipée. Son code couleur est néanmoins resté dans la documentation officielle toute l'année. Les ouvriers de l'usine n'y comprenaient rien. Les concessionnaires étaient perplexes. Quant aux clients qui tentaient de la commander, on leur répondait qu'elle était temporairement indisponible. La véritable histoire n'a été révélée que des décennies plus tard. Un designer de Chevrolet avait créé cette couleur après des vacances en Jamaïque, inspiré par les eaux des Caraïbes. Les dirigeants de General Motors l'adoraient. Le service marketing l'avait approuvé. La peinture avait même été préparée et testée. Mais au tout dernier moment, DuPont, qui fournissait les peintures de Chevrolet, a découvert que cette combinaison de pigments virerait à un vert disgracieux après 6 mois d'exposition au soleil. Plutôt que d'admettre l'erreur, Chevrolet a conservé la couleur dans son catalogue sans jamais honorer la moindre commande. Aujourd'hui, certains restaurateurs ont recréé le Jamaican Turquoise à l'aide de pigments modernes résistants à la décoloration. C'est devenu l'une des couleurs personnalisées les plus recherchées pour les restaurations de Bel Air, bien qu'elle n'ait jamais officiellement existé. Numéro 18. La conspiration de l'éclairage de coffre. Toutes les Bel Air de 1957 étaient équipées d'un éclairage de coffre, de série. Rien d'exceptionnel, n'est-ce pas? Eh bien si. L'éclairage de coffre de la Bel Air 57 avait une fonction cachée que Chevrolet n'a jamais dévoilée. Il avait été conçu pour servir aussi de feu de signalisation d'urgence sur le bord de la route. Son boîtier contenait un filtre rouge spécial que l'on pouvait rabattre pour transformer l'ampoule blanche en feu d'avertissement. Mais ce n'est pas tout. La lampe pouvait être retirée de sa douille et était reliée à exactement 1,8 m de fil, juste assez pour la placer sur la chaussée derrière la voiture. Cette fonction n'a jamais été mentionnée dans le moindre manuel du propriétaire, ni dans aucune documentation commerciale. Pourquoi? Parce que Chevrolet redoutait d'être tenu responsable si quelqu'un était percuté en l'utilisant.
Les seuls à être au courant étaient les ingénieurs qui l'avaient conçu et une poignée d'ouvriers de l'usine. Le secret a finalement été révélé au début des années 60, lorsqu'un ancien ingénieur de Chevrolet l'a évoqué dans une interview accordée à un magazine automobile. À cette époque, la plupart des propriétaires de Bel Air 57 ignoraient totalement que l'éclairage de leur coffre possédait cette capacité cachée. Aujourd'hui, les collectionneurs recherchent particulièrement les Bel Air qui ont encore leur ensemble d'éclairage de coffre d'origine, avec son filtre rouge rabattable intact. Numéro 17. Le fiasco de l'injection d'essence. En 1957, Chevrolet proposait l'injection d'essence sur la Bel Air. Une technologie révolutionnaire. L'avenir de l'automobile. Sauf que ce fut un désastre complet dont presque personne ne parle. Seules 1530 voitures reçurent cette option. Voici pourquoi elle échoua si spectaculairement. Le système était si complexe que la plupart des mécaniciens ne savaient pas comment intervenir dessus. Chevrolet envoya des manuels de formation spéciaux, mais ils étaient rédigés par des ingénieurs et incompréhensibles pour des mécaniciens ordinaires. Un concessionnaire du Texas déclara un jour, non sans ironie, que le manuel aurait tout aussi bien pu être écrit en martien. Le système d'injection exigeait une mallette d'outils spéciale, qui coûtait davantage que ce que la plupart des mécaniciens gagnaient en un mois. Pire encore, il était incroyablement capricieux. Il détestait le froid, il détestait la chaleur, et il détestait vraiment l'humidité. Les voitures pouvaient fonctionner parfaitement un jour, puis refuser de démarrer le lendemain. Les propriétaires étaient si frustrés que beaucoup payaient pour faire retirer l'injection d'essence et la remplacer par des carburateurs classiques. Chevrolet abandonna discrètement cette option après 1957. Aujourd'hui, les rares Bel Air à injection d'essence encore existantes valent des fortunes. Les collectionneurs les appellent les Fuelies. Mais, en 1957, les concessionnaires n'arrivaient même pas à les donner. Numéro 16. Le mystère de la radio canadienne. Si vous achetiez une Bel Air au Canada en 1957, sa radio possédait un élément absent des versions américaines. Un mystérieux troisième bouton, simplement marqué CD. Il ne servait pas au disque compact. Il n'existerait pas avant encore 25 ans. Alors, à quoi servait-il? À la défense civile. Le gouvernement canadien exigeait que toutes les voitures neuves soient équipées de radios capables de capter des fréquences spéciales de diffusion d'urgence. En cas d'attaque nucléaire ou de catastrophe naturelle, le gouvernement aurait pu interrompre les programmes habituels. Mais c'est là que l'histoire devient étrange. Le système n'a jamais été mis en œuvre. Les infrastructures n'ont jamais été construites. Les fréquences d'urgence n'ont jamais été attribuées. Pourtant, les radios ont continué d'être équipées de ce mystérieux bouton CD. Certains propriétaires canadiens de Bel Air ont passé des années à tenter de comprendre sa fonction. Ils appuyaient dessus et n'entendaient que des parasites. Les réparateurs de radios n'en savaient rien. Même les concessionnaires Chevrolet étaient déconcertés. La vérité n'a été révélée que dans les années 80, lorsqu'un responsable canadien de la défense à la retraite a expliqué ce programme abandonné dans un documentaire. Aujourd'hui, les Bel Air canadiennes de 1957, équipées de leur radio d'origine avec bouton CD, sont particulièrement recherchées par les collectionneurs, même si ce bouton n'a jamais réellement servi à quoi que ce soit. Numéro 15. Les fantômes de la chaîne de montage. Les ouvriers de l'usine d'assemblage Chevrolet de Baltimore juraient que la chaîne de production des Bel Air était hantée. Et il ne s'agissait pas d'un ou deux employés superstitieux, mais de dizaines d'entre eux. Tous rapportaient le même phénomène. Chaque nuit, à exactement 2h47 du matin, ils entendaient le klaxon d'une Bel Air retentir 3 fois. Le son venait de l'extrémité de la chaîne de production, là où les voitures terminées attendaient leur inspection finale. Mais il y avait un problème. Les voitures situées à cet endroit de la chaîne n'avaient pas encore reçu leur batterie. Elles ne pouvaient pas klaxonner. Les responsables de l'usine ont enquêté à plusieurs reprises. Ils ont posté des agents de sécurité. Ils ont même fait venir des ingénieurs électriciens pour rechercher d'éventuels courts-circuits. Rien. Absolument rien. Pourtant, chaque nuit, à 2h47, le klaxon retentissait. 3 coups. Puis le silence. Le mystère a finalement été résolu en décembre 1957. Un ouvrier chargé de l'entretien a découvert, dissimulé dans le plafond, un ancien système d'enregistrement promotionnel. Chevrolet l'avait installé quelques mois plus tôt pour la visite de concessionnaires et l'avait programmé pour diffuser des effets sonores.
tout le monde l'avait oublié. La minuterie était réglée sur 2h47, car c'était à ce moment-là que le groupe de visiteurs devait parvenir à cet endroit. Les coups de klaxon fantomatiques n'étaient qu'un enregistrement que personne n'avait pensé à désactiver. Numéro 14. Le scandale des radiateurs de chauffage. Le chauffage de la Bel Air de 1957 cachait un petit secret bien embarrassant. Chevrolet utilisait un nouveau type de radiateur de chauffage, censé être plus efficace. Il l'était trop. Ces radiateurs devenaient si brûlants qu'ils faisaient littéralement cuire l'antigel. L'antigel se décomposait alors en un sirop épais et collant qui sentait le chamallow brûlé. Cette substance encrassait tout le circuit de refroidissement. Les moteurs surchauffaient, les radiateurs tombaient en panne. Mais pendant des mois, Chevrolet a nié l'existence du problème. La marque accusait les clients d'utiliser le mauvais antigel. Elle reprochait aux mécaniciens un entretien insuffisant. Elle rejetait la faute sur tout, sauf sur ces nouveaux radiateurs de chauffage révolutionnaires. Pendant ce temps, les concessionnaires remplaçaient des circuits de refroidissement à tour de bras. Certaines Bel Air ont reçu 3 radiateurs dès leur première année. L'odeur était si caractéristique que les mécaniciens pouvaient identifier le problème de l'autre côté de l'atelier. Finalement, au début de 1958, Chevrolet a discrètement publié un bulletin technique. L'entreprise y reconnaissait que les radiateurs de chauffage étaient défectueux et proposait leur remplacement gratuit. Mais elle n'a jamais fait d'annonce publique. Elle n'a jamais lancé de rappel. Des milliers de propriétaires de Bel Air n'ont jamais su pourquoi leur voiture continuait à surchauffer. Aujourd'hui, les radiateurs de chauffage d'origine des modèles de 1957 sont presque introuvables, car ils ont presque tous été remplacés. Numéro 13. L'erreur de code peinture. Le Larkspur Blue de Chevrolet était l'une des couleurs les plus populaires de la Bel Air de 1957. Sauf que la moitié des voitures peintes en Larkspur Blue n'étaient pas réellement de cette couleur. Elles étaient en Arbor Blue. Et personne ne s'en est aperçu pendant 6 mois. Voici ce qui s'est passé. La fiche des codes peinture envoyés au concessionnaire comportait une erreur d'impression. Les codes du Larkspur Blue et du Arbor Blue avaient été intervertis. Lorsque des clients commandaient du Larkspur Blue, les usines peignaient leurs voitures en Arbor Blue. Et lorsqu'ils commandaient du Arbor Blue, ils recevaient du Larkspur Blue. Les deux teintes se ressemblaient suffisamment pour que la plupart des gens ne se plaignent pas. C'étaient toutes deux des bleus moyens. Mais côte à côte, la différence sautait aux yeux. Le Larkspur tirait vers le violet, tandis que le Arbor tirait vers le vert. La confusion n'a été découverte que lorsqu'un concessionnaire du Michigan a reçu 2 voitures censées être identiques, toutes deux en Larkspur Blue, mais dont les couleurs étaient manifestement différentes. Il a appelé Chevrolet. L'entreprise a enquêté et a alors découvert l'erreur d'impression. À ce stade, des milliers de voitures avaient déjà été peintes dans la mauvaise couleur. La solution de Chevrolet ? Faire comme si rien ne s'était passé. Aucune annonce, aucune correction. L'entreprise a discrètement rectifié les codes peinture, puis est passée à autre chose. Aujourd'hui, pour déterminer si une Bel Air de 1957 est réellement de la couleur qu'elle prétend être, il faut consulter sa fiche de fabrication d'usine, à supposer que vous puissiez en trouver une. Numéro 12. La prophétie du compteur de vitesse. Le compteur de vitesse de la Bel Air de 1957 montait jusqu'à 193,1 km/h. Un chiffre plutôt optimiste pour une voiture qui peinait à atteindre 152,9 km/h. Mais le plus étrange n'était pas cet optimisme. C'était ce qui figurait à la graduation de 160,9 km/h. En lettres minuscules, à peine visibles, certains compteurs portaient l'inscription « Slow down », imprimée directement sur le cadran. Pas tous, seulement certains. Et Chevrolet affirmait n'avoir aucune idée de la façon dont ce message s'y était retrouvé. Le mystère s'est épaissi lorsque des propriétaires ont commencé à comparer leurs compteurs. Le message « Slow down » n'apparaissait que sur des voitures fabriquées entre mars et mai 1957, uniquement dans l'usine de Flint, dans le Michigan, et seulement les mardis et les jeudis. Il s'est avéré qu'un ouvrier de la chaîne d'assemblage des compteurs de vitesse, Harold Patterson, ajoutait lui-même ce message. L'année précédente, il avait perdu son fils dans un accident à grande vitesse. C'était sa croisade personnelle pour sauver des vies. Lorsque les superviseurs ont découvert ce que faisait Harold, ils s'attendaient à ce qu'il soit licencié. Au lieu de cela, le directeur de l'usine l'a laissé continuer.
Il estimait que cela ne pouvait pas faire de mal. Les dirigeants de Chevrolet ne l'ont jamais appris. Aujourd'hui, les Bel Air équipés des compteurs Slowdown de Harold sont considérées comme particulières par les collectionneurs. Ils les appellent les voitures Harold. Numéro 11. La capsule temporelle de la boîte à gants. En 1957, Chevrolet a décidé d'intégrer une capsule temporelle dans des Bel Air choisis au hasard. Ils n'en ont parlé à personne, ni aux concessionnaires, ni aux clients. À personne. Ces capsules étaient de petites boîtes métalliques soudées à l'intérieur de l'armature de la boîte à gants, entièrement dissimulées. Chacune contenait une lettre du chef designer de Chevrolet, une pièce d'$1 en argent et une prédiction sur l'apparence des voitures 50 ans plus tard. Environ 500 voitures ont reçu ces capsules cachées. Le plan était de révéler leur existence en 2007, pour le 50e anniversaire de la Bel Air. Mais Chevrolet a oublié. Littéralement oublié. Les dirigeants qui étaient au courant ont pris leur retraite. La documentation s'est perdue. Personne chez GM ne savait que ces capsules temporelles existaient. Elles ont été redécouvertes par hasard en 2003, lorsqu'un restaurateur d'Arizona en a trouvé une en reconstruisant une boîte à gants. Il en a parlé en ligne. Peu après, d'autres propriétaires de Bel Air ont commencé à chercher. Jusqu'à présent, environ 40 capsules ont été retrouvées. Les prédictions qu'elles contenaient étaient hilarantes de fausseté. Chevrolet pensait que les voitures de 2007 fonctionneraient à l'énergie nucléaire, voleraient sur de courtes distances et se conduiraient toutes seules. Ils avaient vu juste sur un point sur 3, enfin presque. L'incident OVNI de l'usine d'assemblage. Le 15 octobre 1957, l'ensemble de l'équipe du second poste de l'usine Chevrolet de Janesville, dans le Wisconsin, a été témoin d'un événement qui, officiellement, n'a jamais eu lieu. À 8h37 du soir, alors que les ouvriers assemblaient des Bel Air, tous les éclairages de l'usine ont soudain faibli. Puis, à travers les verrières, ils l'ont vu, un immense objet circulaire, immobile juste au-dessus de la chaîne d'assemblage. Il ne faisait aucun bruit, il était métallique, et il était absolument gigantesque. Les ouvriers ont plus tard estimé qu'il avait la taille d'un terrain de football américain. L'objet est resté en vol stationnaire pendant exactement 4 minutes. Durant ce temps, tous les équipements électriques de l'usine se sont mis à dysfonctionner. Des étincelles jaillissaient au hasard des chalumeaux de soudage. Les pistolets à peinture pulvérisaient seuls. Le convoyeur de la chaîne d'assemblage s'est mis à reculer. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, l'objet est parti tout droit vers le ciel et a disparu. Lorsque les lumières se sont rallumées, les Bel Air sur la chaîne avaient subi une étrange modification. Chacune des quelques 30 voitures avait mystérieusement sa radio réglée sur la même fréquence, 88,7 FM. Une fréquence sur laquelle aucune station n'émettait dans un rayon de 804,7 km. La direction de Chevrolet a ordonné à tout le monde de se taire. Les ouvriers étaient menacés de licenciement s'ils parlaient. Le rapport officiel a attribué l'incident à des interférences électriques provoquées par un violent orage. Pourtant, ce soir-là, le ciel était parfaitement dégagé, pas un nuage. Le lien entre les voitures de la mort et les célébrités. Voici quelque chose que Chevrolet ne veut certainement pas vous voir découvrir. Un nombre inhabituel de célébrités mortes en 1957 possédaient des Bel Air. Et il ne s'agissait pas d'accidents de voiture. Les causes étaient toutes différentes. Pourtant, elles avaient tout un point commun. Elles avaient acheté leur Bel Air chez le même concessionnaire de Los Angeles. Sunset Chevrolet, sur Vine Street, a vendu des Bel Air à 17 personnalités différentes d'Hollywood en 1957. À la fin de 1958, 5 d'entre elles étaient mortes. On évoquait des crises cardiaques, des crashs aériens, une noyade, un suicide et un meurtre non élucidé. La coïncidence était si frappante que le Los Angeles Times préparait une enquête. Puis, l'article a mystérieusement été enterré. Le journaliste chargé de l'affaire a complètement quitté le journalisme pour devenir instituteur. Lorsque d'autres clients de Sunset Chevrolet ont appris ces décès, certains ont tenté de rendre leur voiture. Le concessionnaire a refusé, affirmant que toutes les ventes étaient définitives. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Le directeur des ventes de la concession, un homme nommé Vincent Cordova, a disparu en janvier 1958. Sa Bel Air a été retrouvée en contrebas de Mulholland Drive, mais son corps n'a jamais été retrouvé. La concession a fermé 6 mois plus tard. Le bâtiment a été démoli. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un parking. Et personne ne parle de la malédiction de Sunset Chevrolet. 8e mystère.
La peinture qui change de couleur. Certains propriétaires de Bel Air de 1957 jurent que leur voiture change de couleur. Rien de spectaculaire, seulement de subtiles variations de teinte selon la température. General Motors affirme que c'est impossible. Selon le constructeur, la chimie de cette peinture ne peut pas fonctionner ainsi. Pourtant, des centaines de propriétaires ont documenté le phénomène. L'ivoire India prend une légère teinte rose lors des journées chaudes. Le noir onyx tire sur le violet par temps de gel. Le crème colonial prend des reflets verdâtres lorsque l'humidité est élevée. Les témoignages étaient si cohérents qu'en 1991, un professeur de chimie universitaire a décidé d'enquêter. Richard Kellerman, professeur au MIT, a analysé des échantillons de peinture provenant de 17 Bel Air différentes. Sa découverte était étrange. La peinture contenait des traces d'un additif expérimental que Chevrolet n'avait jamais mentionné dans aucun document. Cet additif était thermochromique. Il changeait réellement de couleur en fonction de la température. Mais voici le plus surprenant. Chevrolet ignorait que cet additif se trouvait dans sa peinture. Il avait été introduit accidentellement dans l'usine DuPont lorsqu'un ouvrier avait confondu des conteneurs de produits chimiques. L'erreur avait touché environ 11 356,2 litres de peinture, utilisée exclusivement sur les Bel Air construites en avril et mai 1957. DuPont a découvert la méprise, mais n'en a jamais informé Chevrolet. L'entreprise estimait que la quantité était trop faible pour avoir la moindre importance. Elle se trompait. Aujourd'hui, ces Bel Air aux couleurs changeantes sont très recherchés par les collectionneurs. Ils les appellent les voitures caméléons. Numéro 7. La station radio à nombre. Si vous possédiez une Bel Air de 1957 équipée de l'autoradio Wonderbar en option, vous pouviez tomber sur l'un des secrets les plus étranges de la guerre froide. Tard dans la nuit, généralement entre 2 et 4 heures du matin, certains autoradios de Bel Air captaient d'étranges émissions. Des nombres. Une voix monotone qui égrenait simplement des chiffres. 7, 4, 9, 2, 6. Encore et encore. Pendant des heures. Ce n'étaient pas des stations de radio ordinaires. Elles n'avaient aucun indicatif, aucune publicité, aucune identification. Rien que des nombres sans fin. Et elles semblaient émettre précisément sur des fréquences auxquelles l'autoradio Wonderbar était particulièrement sensible. Des propriétaires de Bel Air dans tout le pays ont rapporté avoir entendu ces émissions. Mais lorsqu'ils tentaient de les capter avec d'autres radios, ils n'obtenaient que des parasites. Le circuit d'accord automatique particulier du Wonderbar parvenait, d'une manière ou d'une autre, à se verrouiller sur ces faibles signaux que les autres postes ne détectaient pas. Que signifiaient ces nombres? Des communications d'espionnage. La CIA a reconnu plus tard avoir utilisé ces stations à nombre pour transmettre des messages codés à des agents sur le terrain. Mais elle n'a jamais expliqué pourquoi les autoradios de Bel Air étaient si efficaces pour les recevoir. Selon une théorie, la conception de l'antenne du Wonderbar correspondait par accident, de façon parfaite, à la fréquence d'émission. Une autre théorie avance qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Certains pensent que General Motors aurait secrètement reçu la demande de fabriquer des radios capables de capter ces signaux. Nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité. La séquence maudite de numéros d'identification. Chaque voiture possède un numéro d'identification. Rien d'inhabituel à cela. Pourtant, Chevrolet a dû sauter toute une série de numéros pour la Bel Air de 1957. Les numéros allant de B57C13000 à B57C13999 n'ont jamais été utilisés. 10 000 numéros, tout bonnement sautés. La raison officielle? Une erreur administrative. Mais les ouvriers de l'usine racontent une toute autre histoire. La première voiture, frappée du numéro B57C13000, est sortie de chaîne le 13 juin 1957, un vendredi. En l'espace de quelques heures, 3 ouvriers de cette ligne de production ont été blessés dans des accidents distincts. La voiture elle-même a présenté plusieurs défauts pendant son assemblage. Le moteur a grippé, la transmission a lâché, les panneaux de carrosserie refusaient de s'aligner. La direction de l'usine a décidé de la mettre à la casse. Mais la malchance a continué. Toutes les voitures portant un numéro de cette série ont connu des problèmes. Pannes électriques, défauts de peinture, cliquetis mystérieux. Après n'avoir construit que 17 voitures portant ces numéros, la direction a pris une décision sans précédent. Elle a ordonné la destruction de toutes les plaques de numéros d'identification de cette série et a fait sauter 10 000 numéros. Les 17 voitures construites?
Chevrolet les a toutes rachetées et broyées. Officiellement, elles n'ont jamais existé, mais les registres d'immatriculation prouvent le contraire. Et les collectionneurs recherchent toujours les Bel Air de la légendaire série maudite. Le prototype de Trunk Monkey. Bien avant que Trunk Monkey ne devienne un mème sur Internet, Chevrolet développait réellement un dispositif comparable pour la Bel Air de 1957. L'entreprise l'appelait l'assistant automatique de coffre. Ce n'était pas un singe, mais un bras mécanique. Le système expérimental utilisait un réseau complexe de poulies et de ressorts pour ranger automatiquement les bagages dans le coffre. Des capteurs en détectaient la taille et le poids, puis le bras mécanique les positionnait afin d'optimiser l'espace disponible. Il pouvait même récupérer certains objets sur commande. General Motors a consacré plus de 2 millions de dollars au développement de ce système. 5 prototypes ont été construits et testés pendant 6 mois. Le système fonctionnait réellement. Enfin, en quelque sorte. Le problème, c'était sa fiabilité. Il arrivait que le bras mécanique s'emballe et projette les valises dans tous les sens, comme un gorille furieux. Lors d'un essai, une voiture a envoyé une boule de bowling à travers la lunette arrière. Une autre a écrasé une douzaine d'œufs si complètement que l'odeur n'est jamais partie. La goutte d'eau est survenue lors d'une démonstration devant des dirigeants de GM. Lorsque le président de l'entreprise s'est penché pour regarder, l'assistant de coffre a saisi son postiche. Sous les yeux horrifiés des cadres, il l'a ensuite plié, perforé et mutilé. Le projet a été immédiatement annulé et tous les prototypes ont reçu l'ordre d'être détruits. Pourtant, des rumeurs persistent. L'un d'eux aurait survécu et serait dissimulé dans une collection privée, quelque part dans le Michigan. La peinture qui tuait. Le turquoise tropical était l'une des couleurs les plus éclatantes et les plus belles proposées sur la Bel Air de 1957. C'était aussi une couleur mortelle. Comme la plupart des peintures de l'époque, elle contenait du plomb. Mais le turquoise tropical avait une particularité supplémentaire. Cette combinaison précise de pigments produisait une fine poussière à mesure que la peinture vieillissait. Une poussière extrêmement toxique. Les ouvriers des ateliers de carrosserie qui ponçaient des Bel Air turquoise tropicale ont commencé à tomber malades. Maux de tête, nausées, perte de mémoire. Plusieurs ont développé de graves troubles neurologiques. Un peintre du New Jersey est devenu aveugle. Dès 1959, les compagnies d'assurance refusaient de couvrir les ateliers travaillant sur des voitures turquoise tropicales. La couleur avait acquis une réputation si désastreuse que les propriétaires ne parvenaient plus à vendre leurs voitures. Certains concessionnaires proposaient de les repeindre gratuitement, simplement pour les faire disparaître de leur parc. Chevrolet n'a jamais reconnu officiellement le problème, mais des documents internes ont révélé par la suite que l'entreprise connaissait le risque lié aux poussières toxiques avant même que les voitures ne quittent l'usine. Elle avait calculé qu'il faudrait entre 5 et 7 ans pour que la peinture se dégrade assez pour devenir dangereuse. Elle jugeait ce délai suffisant. Aujourd'hui, les ateliers de restauration traitent les Bel Air turquoise tropicales comme des interventions impliquant des matières dangereuses, respirateurs intégraux et environnements hermétiquement confinés. Certains refusent même d'y travailler. L'Agence américaine de protection de l'environnement a classé la peinture turquoise tropicale d'origine comme matière dangereuse. C'est la seule couleur automobile à bénéficier de cette distinction. Troisième point, les messages dans les blocs moteurs. Les ouvriers qui restaurent des moteurs de Bel Air de 1957 continuent de découvrir quelque chose dont Chevrolet affirme l'inexistence. Des messages coulés dans les blocs moteurs. Ni estampés ni gravés, ils ont été intégrés au métal lors de la fabrication. Ces messages varient. Certains sont des noms, d'autres des dates, ou des phrases énigmatiques comme « Le paradis peut attendre » ou « Souvenez-vous d'Alamo ». Quelques-uns sont rédigés dans des langues autres que l'anglais. Un bloc particulièrement célèbre porte même un poème entier sur un amour perdu. Ces messages apparaissent sur environ un moteur small block sur 157. Ils se trouvent toujours au même endroit, dissimulés sous le collecteur d'admission, là où personne ne pourrait les voir sans démonter entièrement le moteur. Comment sont-ils arrivés là? Des ouvriers de la fonderie de moteurs Chevrolet de Tonawanda auraient modifié eux-mêmes les moules de coulée pour y ajouter des messages personnels. Des mots d'amour, des hommages à des amis disparus, ou parfois de simples pensées jetées au hasard. La direction de l'usine ne le savait pas, ou ne s'en souciait pas. La pratique s'est poursuivie tout au long de l'année 1957, puis a brusquement cessé lorsqu'une nouvelle direction a pris les commandes en 1958.
Chevrolet nie officiellement l'existence de ces messages dans les blocs moteurs, affirmant qu'il aurait été impossible de modifier les moules sans autorisation. Pourtant, des centaines d'exemples documentés prouvent le contraire. Les collectionneurs recherchent désormais spécifiquement les moteurs portant ces messages cachés. Ils sont devenus l'un des mystères les plus fascinants de la Bel Air de 1957. Numéro 2. La connexion soviétique. En 1957, en pleine guerre froide, l'Union soviétique a acquis, on ne sait comment, 12 Bel Air flambant neuves. Cela n'aurait jamais dû être possible. L'exportation de voitures américaines vers les pays communistes était strictement interdite. Et pourtant, 12 Bel Air sillonnaient les rues de Moscou. La CIA s'est affolée en cherchant à comprendre comment les Soviétiques avaient pu les obtenir. L'enquête a révélé une opération de contrebande élaborée, digne d'un roman d'espionnage. Les voitures avaient été achetées par une entreprise canadienne inexistante, expédiées au Mexique, transférées sur un cargo panaméen, puis acheminées à Cuba, avant d'apparaître mystérieusement en Union soviétique. Mais le plus étrange, c'est que les Soviétiques ne voulaient pas ces Bel Air pour leur technologie. Ils les voulaient pour leur valeur de propagande. À Moscou, les voitures furent exposées comme des exemples de l'excès américain et des dérives du capitalisme. Les guides attiraient l'attention sur chaque équipement de luxe, présenté comme une preuve de la décadence occidentale. Le plan s'est retourné contre eux de façon spectaculaire. Les citoyens soviétiques n'y voyaient pas de la décadence. Ils y voyaient l'avenir. Ils voulaient leur propre Bel Air. Ces voitures sont devenues si populaires que le gouvernement a dû les retirer de l'exposition publique. Qu'est-il arrivé à ces 12 Bel Air? Elles auraient été détruites. Pourtant, des collectionneurs automobiles ayant visité la Russie disent avoir vu des Bel Air de 1957 dans des collections privées, dont l'historique de propriété comporte des lacunes très suspectes. La voiture qui a prédit la mort de son propriétaire. Voici l'histoire la plus étrange de la Bel Air. Et Chevrolet ne veut vraiment pas que vous la connaissiez. En septembre 1957, un homme nommé William Brennan achète une Bel Air rouge et blanche chez un concessionnaire de Pittsburgh. Rien d'inhabituel à cela. Sauf que le compteur de la voiture est bloqué sur un chiffre très précis. 3, 7, 4, 2, 9. Le concessionnaire propose de le réparer. Brennan lui répond de ne pas s'en donner la peine. L'idée que le compteur affiche toujours le même relevé lui plaît plutôt. 3 mois plus tard, le 29 décembre, Brennan est victime d'une crise cardiaque au volant. Il parvient à se garer sur le bas-côté avant de mourir. Lorsque la police le retrouve, les agents remarquent quelque chose d'incompréhensible. Le compteur a changé. Il affiche désormais 3, 7, 4, 2, 9,9. Pourtant, il est toujours en panne. Il ne peut pas avancer. Des mécaniciens confirment que les chiffres sont figés. Il est physiquement impossible que ce 9 après la virgule soit apparu. Le rapport de police relève un autre détail troublant. Le certificat de décès de William Brennan indique que sa mort est survenue à 15h47 et 29 secondes. 3, 7, 4, 2, 9. Les chiffres exacts de son compteur. La veuve de William Brennan conserve la voiture pendant des années, persuadée qu'elle avait tenté de prévenir son mari. Le compteur ne bougera plus jamais. Mais elle jure que, parfois, tard dans la nuit, elle l'entend essayer de passer au chiffre suivant. Un seul clic, comme s'il cherchait à lui dire quelque chose. Et voilà 20 faits absolument étranges sur la Chevrolet Bel Air de 1957, qui prouvent que la réalité dépasse vraiment la fiction. Des klaxons fantômes à la contrebande soviétique, des numéros d'identification de véhicules maudits aux rencontres avec des ovnis. Cette voiture emblématique recèle plus de secrets que de chrome. Lequel de ces faits insolites vous a le plus surpris? Et quelles histoires étranges sur la Bel Air avons-nous oubliées? Dites-le nous dans les commentaires, surtout si vous avez vous-même un mystère autour d'une Bel Air 57 à partager. Si cette plongée dans les étrangetés de l'histoire automobile vous a plu, laissez un gros j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits insolites. Activez aussi les notifications, car la semaine prochaine, nous explorerons l'histoire bizarre d'une autre icône automobile. D'ici là, gardez les yeux sur la route et assurez-vous que votre compteur kilométrique fonctionne correctement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.